Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Comme on vous le disait en introduction, Angèle Cambornac, responsable éditoriale au Sage Jeunesse, Céline Noten-Walter et Julie Scheibling, donc scénariste de jeux de classe, euh, que, voilà, Ici présent. que je montre, illustré par Quentin Bijoux, sorti en mars de cette année. Avec Angèle, on avait un petit peu envie de vous parler de ce label BD du Seuil Jeunesse que donc, nous avons lancé en mars dernier. Pourquoi faire de la BD au Seuil Jeunesse? C'est une question qui peut se poser. Alors la BD a existé au Seuil Jeunesse il y a quelques années maintenant, ça s'est arrêté. Et puis en fait, tu m'arrêtes hein, Ouais. si je me trompe, mais de la même manière que en 2021, on a eu envie de créer une collection de petits romans richement illustrés qui s'appelle Le Grand Bain, pour vraiment accompagner les enfants dans la découverte de la lecture, de la lecture un petit peu longue, avec voilà, des ouvrages très richement illustrés pour les aider comme ça à apprendre, à rentrer dans ce plaisir de la lecture. Et surtout à ne pas les perdre, puisque on se rend compte que les enfants, à partir de 7 ans, abandonnent un petit peu le champ de l'album. Ils ont envie de lectures plus complexes. Donc, on perdait un petit peu nos lecteurs, puisque nous, notre cœur de métier, c'était l'album. Et donc, voilà, cette collection de romans illustrés et aujourd'hui la BD Mm. sert aussi à ne pas perdre ses lecteurs. Exactement. Et la réflexion autour de la BD, elle s'est passée de la même manière, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de l'agilité toute particulière de ces jeunes lecteurs, en fait. Dès 8 ans, sont des personnes qui vont d'un support à un autre, de la BD à l'album, au petit roman, au manga. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des habitudes de lecture très nouvelles. Et nous, au Seuil Jeunesse, nous appartenons à cette belle maison du Seuil et nous avons quand même la chance d'avoir des auteurs de sciences humaines extrêmement brillants qui s'adressent aux adultes. Euh, et nous avons eu envie de leur proposer d'adapter leur contenu en BD pour les enfants. Alors, les enfants dès 8 ans, parfois un peu plus grands aussi, ça dépend des thèmes, des sujets, évidemment. Voilà, donc voilà comment est né ce label BD et cette partie de non-fiction. Et qui était aussi dans la, enfin, d'initiatives qu'on avait commencé à prendre, notamment avec cette collection que tu avais lancée, Céline, d'albums écrits par le prix Nobel Esther Duflo, Esther oui. Duflo, autour de la question de la pauvreté. Voilà, c'était toute une série d'albums et qui était quand même c'était déjà ce fil qu'on commençait à tirer de comment aborder tout un tas de sujets qui sont largement exploités dans les livres pour les grands. Se dire, et c'est aussi vraiment notre ligne éditoriale, qu'on peut parler de tout aux enfants, qu'on a une grande confiance en leur sérieux et en leur intelligence et en leur curiosité. Et donc, ça ouvre des champs de possibles Mm. très excitants à explorer. Effectivement, je reviens juste 2 minutes sur cette série de livres d'Esther Duflo illustrés par Cheyenne Olivier qui sont une adaptation en fait de Repenser la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a 10 titres, comme les 10 chapitres de ce livre. Et voilà, on a envie de proposer des un savoir aux enfants parce qu'effectivement, on a confiance en leur intelligence et ce sont des personnes qui sont extrêmement curieux et surtout, c'est un âge particulier où on a un rapport au monde très viscéral, très direct comme ça et c'est des moments où on a envie de s'engager. On apprend à devenir citoyen. On a un rapport au monde, à la justice, à l'égalité très fort. Donc, je pense que c'est un âge particulièrement intéressant pour s'adresser aux jeunes gens. Absolument. D'où
donc la place importante dans notre label BD de la non-fiction, puisque on a sorti 6 titres cette année, dont 3 de non-fiction, dont on va vous parler plus précisément aujourd'hui, et en commençant par un jeu de classe. Donc, on va commencer par jeu de classe. Effectivement, que je vous ai montré, que je vous remontre une très belle couverture réalisée par Quentin Bijou, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Jeu de classe, donc, comme il s'est indiqué sur la première de couverture, est librement inspiré d'une brève histoire de l'égalité de Thomas Piketty. Euh, il y a eu une adaptation en BD adulte de Capital et idéologie. Je pense que c'est quand même un petit peu ça qui nous a donné cette petite idée de ah oui, on peut adapter Piketty en BD. Nous sommes allés encore plus loin parce que nous avons adapté, en tout cas nous nous sommes inspirés de la pensée de Piketty pour nous adresser aux enfants et leur parler effectivement d'égalité, d'inégalité. Donc moi, j'ai fait appel à Julie Scheibling, qui est à mes côtés. Julie, je te laisse te présenter ton parcours. Alors, bah, donc enchantée, bonjour, je suis Julie Scheibling. Euh, Moi, j'ai fait des études de sciences politiques à la base avant d'entamer en fait des ateliers d'écriture plutôt audiovisuelle. Bon, de fil en aiguille, j'ai aussi eu envie de faire de la BD, donc actuellement, je fais les deux. Et Céline a eu mon contact. Moi, j'avais commencé à écrire une première BD, mais adulte, sur des questions là aussi politiques, mais pas économiques. Et puis on s'est rencontré avec Céline qui m'a parlé de cette collection non-fiction qui m'intéressait, qui avait tout pour m'intéresser. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je me suis dit, bon, de l'économie pour des enfants, ça me paraît compliqué. Et en même temps, il y avait une sorte de défi à raconter ça d'une manière qui soit accessible pour des jeunes ados. Et donc, on en a beaucoup parlé de comment faire pour que ce soit pas théorique et que ça ressemble pas du tout à Capital et idéologie pour des enfants. Sachant qu'une brève histoire d'égalité, c'est pas non plus Capital et idéologie. Donc, il y a beaucoup d'histoires de l'égalité, même s'il y a quand même des graphiques dans le livre. Et en fait, on s'est dit, ben, réfléchissons à comment on pourrait raconter à hauteur d'enfant une histoire, que ça reste quand même une histoire, et notamment celle d'une bande d'adolescents et d'adolescentes qui, par des biais aussi émotionnels, vont en fait être confrontés à l'égalité ou aux inégalités, et qui, dans un projet de classe mené par une professeure, vont être amenés aussi à travailler sur cette égalité et comment penser cette égalité aujourd'hui. Donc, nous, on est parti d'un point de départ qui était de la non-fiction et qui était le livre de Piketty, mais on l'a quand même adapté dans une histoire où il y a des personnages de fiction qu'on a inventés. Et donc, je pense que ce livre, Jeu de classe, il s'inscrit entre de la non-fiction et de la fiction pour justement que ce savoir économique, il soit dilué, je dirais, dans des histoires amoureuses, amicales, familiales, et que bah, des jeunes puissent s'identifier à tout ça et que ce soit pas froid, voilà, que ce soit pas juste de la théorie économique. Oui, je pense que c'est important et je reviens un peu sur ça parce que ça a été finalement vraiment la base de notre réflexion, c'était comment euh, imaginer une BD qui ne soit pas un manuel scolaire. C'était exactement ce qu'on ne voulait pas faire. Et si on adaptait de manière littérale, déjà je pense que c'était impossible, de manière littérale une brève histoire d'égalité qui est déjà une espèce de condensé de la pensée de Piketty, c'est quelque chose une brève histoire de l'égalité, c'est vraiment un ouvrage extrêmement dense. Et donc on a pris très vite le parti de la fictionnalisation. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut que les enfants puissent. L'idée, c'était pas d'être exhaustif dans le jeu de classe, c'était de pouvoir distiller comme ça la pensée de Thomas Piketty et de permettre aux enfants de se dessiller un peu, en fait, d'ouvrir un peu les yeux comme ça sur ce qui les entoure et que oui, l'inégalité, euh, elle existe à l'école, elle existe au sein des amitiés parce que
on va se rendre compte, par exemple, dans le jeu de classe, qu'il y a des enfants dont les parents sont propriétaires, d'autres non. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc ça a été extrêmement passionnant à faire parce qu'on a vraiment travaillé très étroitement avec Julie et avec Quentin, qui avait euh, qui nous a en fait apporté, qui a inventé les personnages au fur et à mesure que Julie les pensait. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça nous a aidé aussi à élaborer une pensée. Enfin, voilà, le fait de les voir exister, de les voir naître sous sa plume, sous son stylo, ça a été vraiment très précieux pour nous. Et voilà, et ça a été un travail d'une année où on se parlait toutes les semaines, où on avançait ensemble tous les trois main dans la main. Et je crois que la grande force de cette bande dessinée, c'est qu'elle est extrêmement juste. J'espère. Mais en tout cas, ce qu'on a fait, on savait qu'on ne voulait pas être exhaustif et en même temps, on voulait quand même que cette pensée de Piketty, elle soit respectée dans son intégralité. Et donc pour ça, on a été assez méthodique aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu une partie très créative où on inventait des personnages et on essayait que ce ne soit pas des sociotypes trop évidents non plus. Et en même temps, on a fait un tableau où on retranscrivait chaque idée de chaque chapitre. Je crois qu'il y a, de mémoire, il y avait 12 chapitres dans Une brève histoire de l'égalité. On décortiquait les idées principales de chaque chapitre et ensuite on avait une troisième colonne dans laquelle on essayait de trouver des transpositions en situation et donc en scène qu'on pourrait raconter. Et je crois que ça a aidé à quand même pas mal balayer cet ouvrage de Piketty et que la majorité des idées se retrouvent, en tout cas les essentielles et celles qui sont au moins qu'on peut traduire pour des ados. Et sur la justesse, bah oui, on a essayé d'échapper à la fois à certaines évidences, à certains préjugés, etc. Et je crois que ce qui nous avait aidé, c'était de partir, en fait, et c'est d'ailleurs ce qui est sur un des rabats, de partir des petites fiches qu'on demande souvent en début d'année aux élèves, où ils doivent mettre la profession des parents. Alors moi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais aussi prof avant, prof d'histoire géo en lycée, et que je sais que ces petites fiches de renseignement qu'on demande aux élèves, c'est débattu entre les profs parce que justement, ça peut être vecteur de plein d'inégalités ou de ressentiments, enfin de ressentis de la part des ados qui se disent bah, en fait, moi, je peux avoir honte de ça et j'ai pas envie qu'on me définisse ou qu'on ait des préjugés par la profession des parents que j'écris sur cette fiche. D'autres qui sont hyper fiers de pouvoir dire que leurs parents sont, voilà, ont des professions de CSP+, ou sont déjà fiers alors qu'en soi, voilà, ils peuvent, tous ces enfants n'y peuvent rien en fait, de ces milieux d'origine. Donc on s'est dit, on va à la fois prendre des enfants qui ont des milieux d'origine différents, dont les catégories socio-professionnelles des parents ne sont pas les mêmes, et en même temps, on a quand même tenu aussi à ce qu'il y ait des jumelles qui, elles, viennent complètement d'un même milieu et qui vont évoluer différemment dans la BD et qui vont prendre parti différemment dans les situations d'inégalité auxquelles elles vont être confrontées. Donc c'était aussi pour éviter parfois, je sais pas, un peu trop de manichéisme quoi, dans ce qu'on mettait en scène. Mm. Oui, et je crois que, enfin, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que donc ça, cette BD, nous, on s'est un peu attaché au programme d'histoire géo de la classe de cinquième, où voilà, on parle d'inégalité en France et à travers le monde. Donc voilà, donc on s'est attaché à ce programme scolaire. Il nous a semblé aussi que c'était un âge assez propice, en fait. Sixième, on est encore un petit peu bébé. Cinquième, on commence un peu à s'ouvrir, à se rendre compte aussi des inégalités qui peuvent traverser une classe, et une classe d'école, j'entends. Euh, euh, et et c'est important, ça, cet âge-là. Il y a, je pense, à un moment où les enfants ne sont pas capables de se rendre compte de situations d'inégalité, par exemple. Et on est là aussi pour les accompagner, pour voilà, mettre le doigt sur certaines situations qui peuvent paraître anodines, mais qui sont en fait extrêmement signifiantes. Donc, et donc, je pense que voilà, il y a jamais évidemment
jugement moralisateur, culpabilisant. Enfin, il n'y a pas de bon et de méchant, loin de là. C'est juste, moi, j'ai l'impression que cette bande dessinée, et en plus, elle est construite comme ça, c'est-à-dire qu'on part, on commence la BD, c'est la veille de la rentrée des classes, donc voilà, et puis on la finit, c'est la fin de l'année scolaire. Donc on se balade vraiment, on vit avec ses enfants pendant toute une année scolaire, on voit les vacances, on voit les... bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'imprègne vraiment, on est dans la bande de copains, quoi. Et c'est par ce prisme-là, par ce biais-là, je trouve que c'est parce qu'on est très en empathie avec eux, parce on arrive très bien à s'identifier, qu'on comprend des choses, il me semble. Ouais. Et Non, tu voulais dire un truc? je réfléchissais peut-être à... Oui, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire qui était important, c'est qu'au début, pour créer ces personnages, alors il y a une partie d'imagination évidemment, mais je me suis quand même aussi appuyée sur des interviews que j'ai faites auprès de filles et garçons de cet âge-là, qui étaient en gros entre la sixième et la quatrième, et à qui j'ai posé des questions. Euh, et moi-même, en fait, j'ai été hyper surprise de leurs réponses et j'ai essayé de m'imprégner de leurs réponses pour les dialogues de la BD. Et je pense notamment à quelque chose qui m'avait marqué, c'était, je demandais souvent à ces enfants qui venaient, pour le coup, j'avais quand même veillé à avoir un panel un petit peu représentatif et un petit peu diversifié. Je leur demandais où ils avaient l'impression de se situer, est-ce qu'ils venaient d'une famille plutôt riche, plutôt pauvre, et tous me répondaient classe moyenne. Et je trouvais ça intéressant, en fait, que bah, les riches ne veulent pas trop se sentir... Enfin, oui, et les pauvres non plus, en fait, il y avait quelque chose de... On veut être juste la norme à cet âge-là. Et je me disais que ce qui pourrait être intéressant, c'est que par ces personnages différents, et notamment même ceux qui ont des mêmes moyens dans une même famille, les jumelles en l'occurrence, et ben, en fait, on apprenne à se situer aussi. Et que dans cette histoire, et ben, en fait, ils comprennent que oui, leur ami, en voyant l'appartement ou la maison secondaire, ou oui, leur ami n'a pas les mêmes moyens, dans un sens comme dans l'autre. Uniquement les résidences secondaires ou quoi, alors qu'il me disait, bah non, machin, il est hyper riche parce que c'est lui qui a la plus grande télé de nous tous. Euh, et puis, je sais pas, quand je leur demandais leur rêve de vacances, ben, pareil, ça a contré pas mal de préjugés que moi j'avais. Et donc là-dessus, je pense que ça a servi la justesse des dialogues pour que ce soit aussi le reflet de, bah, pas de ma génération, mais de celle en l'occurrence qu'on décrit dans la BD. Et C'est quoi les rêves des enfants, non, de vacances? bah, là, je pense par exemple à un enfant que j'avais interviewé, donc de milieu clairement très privilégié, euh, et qui rêvait, lui, d'aller nager avec les requins à Dubaï. Et c'est vrai que bah, moi, dans mes préjugés, je me disais pas que c'était Dubaï, enfin que voilà, dans ces familles, et moi j'ai l'impression que dans les familles que j'avais côtoyées, qui voyageaient beaucoup, etc., c'était pas ce genre de destination il y a 15 ans. Ou en tout cas, c'était pas les destinations choisies par les familles. Mais même, c'est intéressant de voir les décalages qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants. Les parents peuvent avoir envie de leur montrer le MoMA, mais eux, ils ont quand même plus envie d'aller nager avec des requins à Dubaï. Et ça, bah, cet exemple de Dubaï, il est dans une des cases de la BD. Donc voilà, c'est ces petites, je sais pas, ces petites anecdotes, ces petits détails, etc., mais qui aussi, à mon avis, participent à être au plus juste à ce niveau-là d'une réalité de cinquième d'aujourd'hui, et non pas de moi qui ai 30 ans. Voilà. Surtout, n'hésitez pas hein, à poser des questions. On y répondra à la fin de cette présentation. Donc, en même temps que jeu de classe, est sorti le racisme expliqué à ma fille. Donc c'est vraiment, pour le coup, une adaptation extrêmement fidèle du livre de Tara Benjamin. Voilà, donc c'est Marjana Sova qui s'est emparée du scénario et Hélène Lecam qui a illustré. Donc l'idée, c'était vraiment, avec ce label BD, de proposer un format identique. Voilà, pour pouvoir obtenir une visibilité en librairie, un format extrêmement courant en BD jeunesse, hein, puisque c'est le format Bayard Kids, voilà, un format qui nous semble, on a pas mal discuté avec les libraires, qui nous semblait bien adapté. Qui est aussi vraiment l'idée que ça soit un livre voilà, qu'on glisse dans son sac à dos, qu'on prête, qui est, voilà, qui est facile à manipuler et à transporter
et qui soit le plus possible, qui tourne. Enfin, Voilà, l'idée c'était que ce soit un prix pas trop élevé. Donc, ce sont des livres qu'on propose à 13,50 € pour qu'ils puissent, c'est quand même notre objectif, rentrer le plus possible dans les écoles, parce que c'est quand même ça l'idée. Même si on ne veut pas faire des manuels scolaires, on trouvait que c'était quand même des ouvrages qui pouvaient aider les profs, en particulier les profs d'histoire géo. Donc voilà, et puis évidemment, trouver leur place en bibliothèque. Le racisme expliqué à ma fille, et pour le coup, à la différence de Jeux de classe, une adaptation très fidèle du best-seller de Jeloun. Et l'idée, c'était vraiment de lui redonner une nouvelle vie, en fait, à ce livre. Et ben voilà, il en prend le chemin. On a la grande joie de savoir qu'il va être adapté, enfin, il a été acheté par des éditeurs allemands, donc il va vivre aussi en dehors des frontières, et c'est une grande joie. c'est une grande joie. Voilà, et puis je vais laisser Angèle Cambornac parler de 738 jours. Alors, en septembre, cette fois, est paru ce livre, 738 jours. C'est ici Philippe Nessman qui est au scénario, qui est en fait un auteur qui écrit plutôt des romans ou des documentaires pour la jeunesse et qui là est parti explorer le champ de la bande dessinée et illustré par Paul Bonnat, qui travaille avec Moog, qui comme coloriste. Alors, l'idée de ce livre, en fait, c'était une envie de déployer des histoires. Je vais vous lire ce qui a marqué sur la quatrième de couverture, parce que c'est assez parlant. Il est des gens ordinaires au destin et au courage extraordinaire. Leur vie inspirante nous ouvre des portes, celle de la désobéissance civile, de l'espoir, de l'entraide, celle d'un monde meilleur. Voilà, on avait envie de profiter de ce label de bande dessinée pour parler de destins un peu singuliers, de gens qui au départ sont des gens un peu comme vous et moi. Alors en l'occurrence, dans 738 jours, on va suivre le destin de Julia Hill, cette Américaine de 23 ans qui était une jeune fille comme les autres, qui faisait des études, qui était barmaid le soir, voilà, et qui un jour a eu un accident de voiture dans lequel elle a failli laisser sa vie. Et puis, avec l'argent du procès contre le chauffard, elle a décidé de faire un tour du monde, un tour des États-Unis, pardon. Et ce tour des États-Unis s'est arrêté assez vite, le jour où elle a eu une forme d'épiphanie en traversant une forêt de séquoias. Et elle a décidé de rejoindre les militants, les activistes qui défendaient ces arbres magnifiques. Et elle est devenue finalement la plus militante d'entre tous, puisqu'elle a finalement passé 738 jours seule à 55 mètres de hauteur, donc sur une plateforme très très spartiate, pour défendre Luna, ce séquoia géant. Elle a décidé d'y rester tant que le projet de le couper ne serait pas abandonné. Voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune femme au courage immense qui finalement a décidé à un moment donné que quand il y avait des choses qui étaient injustes dans la société, on pouvait aussi avoir le pouvoir de les arrêter. Et je trouve que c'est important de développer des histoires autour de ces histoires, justement, pour les jeunes. Voilà, parce que je pense que ça montre d'abord que les vies ne sont pas linéaires, qu'elles peuvent prendre des virages totalement inattendus. Et puis qu'on a le droit de dire non quand on n'est pas d'accord, quand on trouve ça injuste, qu'on peut aussi, voilà, qu'on a des moyens d'agir. C'est évidemment un chant d'amour, ce livre, à la nature, à protéger à tout prix. Et je pense que le sujet est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Paul a fait des images absolument magnifiques et puis c'est fascinant en fait de voir que ce huis clos comme ça dans une minuscule cabane à 55 mètres de hauteur devient un lieu de toutes les aventures puisque évidemment Julia va devoir affronter parfois la maladie, parfois des hélicoptères qui s'approchent d'elle dangereusement pour l'intimider, des tempêtes et qu'elle va tenir bon, avoir envie de renoncer plein de fois, mais tenir bon et finir par gagner son combat. Voilà, 738 jours et ça sera finalement comme presque une sous-collection. Enfin, on a envie de développer d'autres histoires comme ça dans D'ailleurs, est-ce notre label que ce BD. serait intéressant que tu parles des nouveautés à venir?
Alors oui, donc l'année prochaine, on va parler d'une jeune femme qui, elle, a vécu dans les années 40 aux États-Unis, Vilma, qui naissait avec plein de choses contre elle, puisqu'elle était, elle était issue d'un milieu extrêmement pauvre. Elle était noire à un moment donné où c'était compliqué d'être intégrée dans la société, et surtout, elle avait contracté la un formidable le courage une envie de se dépasser, elle a fini par devenir championne olympique de course. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est un destin très, très, très inspirant. Donc ça sera, alors c'est même pas 2026, ça sera sans doute, enfin voilà, fin 2026, peut-être début 2027. 2027, oui. On mettra en Mais appétit. l'idée, c'est ça. L'idée, c'est donc tous les ans de proposer 3 titres de non-fiction. Voilà, donc on se tient à ce programme. Et je crois que ce que disait Angèle est très important, c'est-à-dire de semer des petites graines aussi auprès de nos jeunes lecteurs pour leur dire que oui, ils peuvent agir, ils sont acteurs de leur vie citoyenne, ils peuvent trouver que ce n'est pas juste et le dire haut et fort. Voilà, on a envie que ce soit des lectures qui les nourrissent et qui y prennent aussi du plaisir, évidemment. Euh, et je sais pas, j'ai envie de te poser cette question, Julie, parce que tu travailles pour la littérature, enfin, tu fais de la BD jeunesse et adulte. Et voilà, j'imagine que tu te sens à l'aise dans ces deux directions, mais quelle est la particularité? Enfin, je ne sais pas Bah, s'il y a évidemment qu'il y a une particularité de s'adresser à la jeunesse, mais est-ce qu'il y a un terrain qui t'est plus. je dirais qu'en tout cas, sur de la non-fiction, pour moi, il y a encore plus un enjeu d'être en jeunesse. Je ne sais pas si je le ferai avec la même conviction pour les adultes, dans le sens où j'ai l'impression que c'est là qu'il faut aller planter des graines et c'est là qu'il faut aller pour convaincre. Enfin, et puis, c'est pas tellement convaincre, mais c'est aussi pour parler justement avec émotion et pas pour être justement dans une BD très théorique. C'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de parler avec un langage qui est un langage universel, parce que les émotions, il va toucher les adultes, les enfants, et pas être dans des chiffres et des graphiques, ce qui, moi, par ailleurs, ne me convainc pas toujours, en fait. Donc là, j'ai l'impression que je m'adresse aussi avec la forme qui est la plus adaptée à moi, mon langage, ce qui me touche, en espérant que ça va en toucher d'autres. Et Ouais. donc, j'ai l'impression que d'avoir plus d'intérêt euh, ouais, de conviction, sincèrement, à approcher, à rechercher des récits de non-fiction pour les enfants, à développer ça plutôt que chez les adultes. Chez les adultes, là, bon, je dis ça, mais je fais aussi quelque chose d'assez journalistique. Et, mais je suis plutôt dans de l'autofiction chez les adultes mais c'est vrai qu'il y a aussi un engouement particulier ces dernières années pour de la non-fiction chez les adultes. Les éditeurs, enfin, les éditrices se disent que c'est un champ à possiblement Explorer. explorer pour les jeunes aussi. Et c'est vrai que bah, quand j'ai fait parfois des ateliers avec des classes pour la BD jeu de classe, ça prenait assez bien. Les réactions, elles étaient chouettes. Et je me disais, c'était, en fait, ça suscitait tout de suite des débats. Les classes, elles étaient très vivantes et dans des collèges différents. Et tout à l'heure, tu as dit que c'était chouette, que ça pouvait être un outil pour les profs d'histoire géo, mais j'ai aussi été sollicitée par des profs de français qui se disaient que bah, c'était une façon de montrer aussi d'autres formes de littérature, de travailler sur comment on dialogue, comment on écrit un dialogue. Donc, Comment on adapte un récit, comment on adapte un document euh, en BD jeunesse, c'est très intéressant, le ouais. chemin, tout ça. Ouais, ouais. Et puis, bah, je pense qu'en littérature, parfois, on fait travailler sur de l'analyse de tableau qu'on peut faire. Enfin,
résonner avec un texte. Bah, là, c'est la même chose, en fait. Comment on fait résonner de l'image avec un dialogue, comment on analyse ça avec eux. Et en fait, en général, les élèves surtout trouvent ça ludique, comme, enfin, parfois plus qu'un tableau du 16e, sans dénigrer le tableau du 16e, mais en tout cas, il y a quelque chose d'attractif dans cet objet et qui suscite immédiatement en fait, plein de discussions. Et c'était même parfois difficile de contenir ces discussions parce que tout de suite, ils se disent ah ouais, toi t'es machin, toi t'es truc. Et donc, on essayait de tout de suite temporiser ça pour éviter justement qu'ils s'insultent les uns les autres. Mais en tout cas, il y avait une recherche d'identification dans quel personnage moi je me retrouve. Et ça, je trouve ça chouette, quoi, que eux arrivent à s'en emparer comme ça, parce que c'est ça le but. Donc voilà, donc pour revenir à ce label BD du Seuil Jeunesse, donc on propose tous les ans 6 titres, 3 titres de non-fiction, donc qui s'inscrivent vraiment dans le webinaire auquel vous assistez. On avait aussi envie de parler de l'autre pan, du pan de la fiction. Très rapidement, puisque on sait que le sujet, c'était la non-fiction, mais quand même, donc on a ces 2 bandes dessinées qui viennent de sortir aussi en septembre. Donc d'un côté, Squeletos, l'affaire du sceptre volé, écrit par Denis Baronnet et illustré par Gaëtan Dorémus. De l'autre côté, les aventures passages de la Baba Yaga, donc, qui est illustré par Marjolaine Leray, écrit par Grégoire Lopoukine et César Forget. Alors là, c'était intéressant parce que c'était l'idée aussi, non pas d'aller appeler tous les auteurs, illustrateurs de bande dessinée pour qu'ils fassent de la bande dessinée au seuil jeunesse, mais plutôt de se dire, on a la chance, l'immense chance de travailler depuis des années avec des auteurs, illustrateurs bourrés de talent, qui parfois ont envie de s'adresser aux plus grands, qui parfois ont envie de déployer leurs textes ou leurs images sur plus de pages, sur des narrations plus longues, et de se dire, ben, banco, on y va. Donc, tous les libraires jeunesse, vous les connaissez, ces noms, hein, Denis Baronnet, Gaëtan Dorémus, Marjolaine Leray, c'est vraiment des noms que vous connaissez. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, ce sont des livres qui viennent de l'oralité quelque part. Squeletos, l'affaire du sceptre volé, c'était une lecture dessinée, un spectacle monté par les auteurs. Donc, c'est vraiment, ça a été joué devant des enfants, roulé en bouche, et ça a montré à quel point ça marchait. C'est une histoire complètement rocambolesque, une amitié improbable entre une petite fille et un squelette. C'est hilarant, c'est déjanté, c'est des aventures non-stop pendant 88 pages. Et puis, les aventures passages de la Baba Yaga, bah, c'est un podcast. Enfin, c'est pas une adaptation de podcast, mais c'est un prolongement d'un podcast qui cartonne, qui marche très très bien autour de ce personnage que vous connaissez bien, de la Baba Yaga, cette sorcière dont Marjolaine Leray, à qui Marjolaine Leray donc, a donné un visage. Là, c'est les petites histoires à piocher. Hein, Ça raconte en fait l'enfance de la Baba Yaga et pourquoi elle est devenue si méchante. Des petites histoires à piocher. Là aussi, c'est absolument hilarant. Et puis, il y a un petit lien qui nous vous renvoie vers les podcasts si vous voulez aussi aller les écouter à côté. Voilà, donc bon, on est autour de Halloween en plus. Alors, on vous offre une sorcière et un squelette et surtout vraiment de quoi rire énormément avec ces 2 aventures-là. J'ai vu passer une question sur les tranches d'âge. Alors en fait, c'est un label qu'on propose à partir de 8 ans, mais comme vous pouvez le voir, finalement, chaque titre... C'est du 8-12 au départ, ce qu'on voilà, a voulu faire, mais il y en a qui sont plus du côté du 7-8. Ça va être le cas sans doute de la fiction. Exactement. Et d'autres qui vont être plutôt au collège. La non-fiction s'adresse plutôt à des enfants à partir de la 6e. Voilà, donc 10-11 ans. Alors que la non-fiction, évidemment, sont des histoires, des aventures à dévorer dès 7-8 ans. Hum. Oui, c'était une question de Cathy. On voit des petits pouces Oui. levés, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser soit dans le chat, soit à l'oral directement à nos intervenantes. En tout cas, merci pour cette présentation. Moi, pour le coup, j'étais étudiante en sciences humaines et sociales. Et je me dis que ça aurait pu être chouette, même si c'est pour les plus jeunes, d'avoir un petit, comme ça, une petite BD qui nous permette de tout résumer et quand on n'a pas trop le temps de tout relire.
c'est plutôt chouette comme outil pédagogique en tout cas. C'est un peu notre envie, oui, effectivement. Il n'y a pas de question, moi j'en avais une, je me demandais est-ce qu'il y a eu une Ah, relecture il y a quelqu'un qui nous pose une question. Oui, c'est moi, c'est toujours Camille. Non, on a Non, non, entendu Il y une avait voix. ouais, Non, une non, voix de garçon. C'est parce que j'ai un collègue qui passe, pardon. Je suis ah, désolée. Ah, d'accord. pardon. Est-ce que, par exemple, Thomas Piketty a participé d'une certaine manière? Est-ce que vous l'avez contacté? Est-ce qu'il a il a relu, par exemple, le texte pour. Oui, Alors, oui. voilà. Thomas Piketty, c'est un auteur du Seuil. Donc, évidemment, quand on a eu cette envie d'adapter une brève histoire de l'égalité, on l'a bien sûr contacté et il a participé à sa manière, puisque Julie, on lui a soumis le synopsis de Julie. On lui a, voilà, on a échangé avec lui, mais il n'est pas du tout, il n'a pas du tout. Il a lu, enfin, il a lu évidemment la version finale quoi, avant la publication. Et il a trouvé ça Il a super. trouvé ça super, enfin, ça a été validé, etc. Après, à la différence peut-être du Tar Benjeloun, enfin, du racisme expliqué à ma fille, comme nous, on est justement entre de la non-fiction et de la fiction, enfin, qu'il y a une partie qui est fictionnée, et ben, il... c'est librement inspiré, c'est pas une stricte adaptation. Donc on voulait aussi garder cette marge de manœuvre. Enfin, moi, je tenais vraiment à ce qu'il y ait cette partie de fiction pour que ce soit justement pas non plus qu'un outil pédagogique. Voilà, ça a été évidemment, tout est validé par Thomas Piketty, mais il n'est pas intervenu dans le scénario, il n'a pas reformulé, il n'a pas modifié des personnages. On était très libre de ce qu'on a écrit. Je pense que l'adaptation de Capital et idéologie ou une brève histoire de l'égalité pour les adultes, ces deux BD qui sont parus au seuil adulte, voilà, c'était une adaptation tout à fait fidèle de son travail. Là, on ne pouvait pas faire la même chose. Donc voilà, donc il a validé notre travail, mais c'est pas une, voilà, c'est pas une adaptation mot pour mot. Il y avait une question là, mais j'ai pas On n'a réussi. pas pu l'avoir en entier, ouais. Alors, je vous la lis. Vers quelles éditions se tourner pour trouver des non-fictions jeunesse autres que Petit à Petit? Euh, C'est-à-dire. les éditions petit à petit, là, c'est ça? Donc, Lo, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez un peu expliciter votre oui, question. parce que après, des documentaires jeunesse, il y en a énormément. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'imagine en BD, non? Bah, chez nous. Bah, chez nous. En fait, documentaire BD jeunesse, mais donc de documentaire BD jeunesse, il y en a chez Casterman, il y en a Chez... il y a, il y a plein d'éditeurs Oui. de BD. Ouais. Après, en jeunesse, il n'y en a pas tant que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé. Oui, oui, oui. Mais après, si vous voulez, les documentaires BD jeunesse, nous, là où on se différencie, c'est que comment dire, il y a quelque chose d'un peu pédagogique, de très pédagogique même. Alors, ce ne sont pas des manuels scolaires. Non. Je pense à la collection de chez Casterman qui est très bien faite, hein. Par exemple, sur l'économie, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement, oui, didactique. Donc là, vous pourrez trouver des choses Ouais. effectivement plus classiques. Alors que nous, vraiment, enfin, d'ailleurs, pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ni des résumés de choses qui existent déjà, ni il n'y a pas de portée pédagogique, quoi. Enfin, il y a plus l'envie de faire réfléchir, Voilà, c'est ça. d'entrer dans des sujets, de susciter les discussions, euh, plutôt que d'être pédagogique, enfin, il me semble. Tout à fait. Là, il y avait une question sur les femmes inspirantes, c'est ça?
Exactement. Vous avez évoqué des titres avec des histoires de vie de jeunes femmes inspirantes. Est-ce qu'il y aura des portraits de jeunes hommes également? Pourquoi pas? Enfin, c'est pas du tout une collection dont la ligne de force serait que des destins de femmes. Euh, D'ailleurs, moi, ce qui m'a donné envie de développer ça, c'était le film Darkwater que j'avais vu qui suit pour le coup le destin d'un avocat qui bossait dans une grande firme et qui a tout abandonné pour se battre contre l'industrie du téflon. Et c'est un homme et son parcours m'a complètement fascinée. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, c'est plus l'idée de. Enfin, moi, je suis fascinée par ces destins voilà, de gens qui menaient leur petite vie et qui tout d'un coup, il y a quelque chose ouais, tout d'un coup rompent et tout d'un coup consacrent leur énergie, leur vie parfois à une cause qui leur semble juste et qui tout d'un coup prend le pas sur tout le reste. Et ça, je trouve que c'est hyper... Enfin, moi, Inspirant, ouais. c'est hyper inspirant. Et puis moi, ça me fait du bien de lire ces histoires. Je me dis, il reste de l'espoir, une petite lueur quelque part, tant qu'il y aura des gens comme ça. Il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir, je pense, conclure là, sauf si vous vouliez encore partager des petites choses. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Pour ceux qui s'intéressent, juste après, on a un webinaire donc, des éditions Steinkiss sur la BD Les Enfants de Buchenwald. Donc, ce sera à 11 heures. Vous avez dû recevoir un autre lien. Et si vous n'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à vous inscrire. C'est toujours possible sur le site slpj.fr. Merci à vous trois pour votre intervention. Ce sera disponible donc en replay dès demain ou dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Rendez-vous au Merci salon. Merci, et Bonne merci à Histoire journée. d'Histoire. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.